Bonjour à tous. Alors il y a tellement à dire sur ce sujet que je pense que cette vidéo sera un petit peu trop longue, du coup j'ai décidé d'en faire deux, donc avec une première partie et une deuxième partie. Dans la première partie je vais vraiment parler des relations amoureuses en général et les aspects, les dynamiques qu'on peut trouver dans une relation amoureuse. Évidemment je ne vais pas parler de tous les aspects parce que sinon de nouveau je vais écrire un roman, c'est pas le but ici, c'est quand même de synthétiser un maximum. Et dans la deuxième partie, je vais plus parler des relations dites spirituelles en amour, c'est-à-dire la relation flamme jumelle, les âmes sœurs et les âmes jumelles. On dit souvent que c'est l'amour qui fait tourner le monde, et en tout cas c'est clairement un des thèmes principaux dans notre vie, un des thèmes les plus importants dans notre vie. Et pour définir ce que sont les relations amoureuses, il faut d'abord définir ce qu'est l'amour dans une relation amoureuse. Donc le fait de tomber amoureux, c'est se reconnaître en l'autre. C'est intégrer l'autre comme soi, ou alors c'est projeter sur l'autre des qualités qu'on aimerait avoir soi-même ou qu'on n'arrive pas à avoir en soi-même. Et l'amour, c'est aussi cette aspiration à l'unité. C'est-à-dire que de deux entités séparées, on devient un, et on ressent et on vit cette complétude et cette unité ensemble. Et quand on tombe amoureux, on a tous nos sens en émoi, on ressent cette excitation, cet enthousiasme, on n'arrive plus vraiment à se concentrer sur autre chose à part la personne aimée. Parfois même on perd l'appétit, donc on ressent même plus le besoin de manger. On a absolument tout le temps envie d'être avec cette personne, et on nage dans une espèce de bulle magique de bonheur où tout est parfait, où on voit la vie en rose, où tout est positif. Et par exemple, si on tombe dans le cas d'une relation passionnelle, eh bien, ce sont toutes ces mêmes choses, mais de manière très accentuée, c'est-à-dire qu'il y a une très très forte attraction, il y a une très forte reconnaissance en l'autre qui est tellement puissante que la présence de l'autre devient presque une condition sine qua non à notre bien-être et à notre survie même. Donc, parfois, l'absence de l'autre peut vraiment mettre notre survie en danger, et on a absolument, presque de manière obsessionnelle, besoin de l'autre en fait. Souvent, une fois la phase idyllique de l'amour passée, c'est-à-dire probablement au bout de quelques mois, dans le cas par exemple d'un couple qui s'installe ensemble, on va progressivement commencer à voir les défauts de l'autre qui vont se faire surface. Et notre partenaire va voir la même chose chez nous. Donc fatalement, au bout d'un moment, il va y avoir un conflit, des conflits qui vont s'installer, c'est-à-dire que chacun va pointer les défauts de l'autre et vice-versa. Et le couple va vivre une période où il va commencer à se rentrer dedans. Parfois ça va être plus ou moins conflictuel, par exemple dans le cas d'une relation passionnelle, ça peut évidemment aller jusqu'à la destruction. Alors pourquoi est-ce que les relations amoureuses sont si compliquées ? Alors déjà, tout ce que nous percevons comme extérieur à nous-mêmes est en fait un reflet, une projection de notre propre conscience, donc une projection et un reflet de nous-mêmes. Et ça, peu importe la relation, c'est vraiment, toutes les relations sont des miroirs. Et on pourrait dire que les relations amoureuses, ce sont des miroirs grossissants. Parce qu'on a une relation intime avec la personne, parce qu'on passe beaucoup de temps avec la personne. Et donc l'autre va nous refléter tous les aspects de nous-mêmes, qui sont pour la plupart inconscients, les choses qu'on n'a pas envie de voir sur soi. Donc la vie est bien faite, c'est-à-dire que toutes les choses qu'on n'est pas capable de voir sur nous-mêmes, la vie va nous amener quelqu'un qui va, donc sous nos yeux, projeter exactement tout ce qu'on ne veut pas voir en nous-mêmes, ou tout ce qui est au niveau inconscient. Pourquoi est-ce que la vie fait ça ? Elle fait ça pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse évoluer sur notre chemin. Donc finalement, voilà, le célibat, ça peut être un choix de vie. Évidemment, on peut trouver énormément de choses positives et gratifiantes dans le célibat ou dans le fait de vivre tout seul, tout simplement. Mais ça n'offre pas ce miroir, donc cette qualité le fait d'être reflété via quelqu'un. Et donc ça ne va pas nous aider pour notre évolution personnelle, ça ne va pas nous aider à grandir comme une relation peut le faire. Et qu'est-ce qui se passe quand le partenaire nous reflète des choses sur nous-mêmes que nous ne voulons pas voir ? Eh bien, c'est notre ego qui va aller pointer du doigt chez l'autre qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est normal parce que l'ego, en fait, il prend ça comme une menace. Ça se passe vraiment au niveau inconscient, mais c'est comme une menace pour lui. Et le rôle de l'ego, c'est simplement de garantir sa survie. Donc on va pointer du doigt ce qui ne va pas chez l'autre, qui va ensuite
l'ego de l'autre va nous renvoyer la balle en nous pointant du doigt aussi, en disant il y a ça qui va pas, puis ensuite on va lui renvoyer la balle en disant non, il y a toi, c'est ça qui va pas, etc., etc. Et là on rentre vraiment dans un cycle infernal qui continue. Notre conception de l'amour est en grande partie définie par la relation que nous avons eue avec nos parents, et surtout le parent du sexe opposé. Donc la relation qu'on a eue avec ce parent et on va dire ce qu'on retient de cette relation au niveau affectif, au niveau de l'amour, ça va devenir notre définition de l'amour. Donc par exemple, si le parent du sexe opposé était quelqu'un de distant et de froid, eh bien c'est ça qui va devenir notre définition de l'amour, c'est-à-dire la froideur, la distance. Ou si au contraire, le parent du sexe opposé était surprotecteur, qui nous couvait trop, voire même qui nous étouffait, ben ça aussi ça va devenir notre définition de l'amour. Alors la bonne nouvelle, c'est que les relations amoureuses nous proposent vraiment de pouvoir vivre une guérison du passé et une guérison des blessures du passé. Donc c'est vraiment un outil d'expansion et de guérison et d'évolution personnelle qui est formidable. Alors comment savoir comment on attire en fait la personne qui va nous aider à guérir? Ben, il y a deux cas de figure en fait. Donc c'est où on va attirer quelqu'un qui ressemble parfaitement aux parents du sexe opposé, qui va vraiment nous refléter parfaitement la relation qu'on a eue avec ce parent. Ou alors ça va être quelqu'un qui va être l'exact opposé de ce parent. Donc qui va avoir une personnalité ou des caractéristiques qui sont vraiment opposées. Et j'ai remarqué que dans ce deuxième cas, même si vraiment en surface on a l'impression qu'il est opposé à ce parent, si on creuse un petit peu, on se rend compte qu'au niveau inconscient, il y a vraiment des très fortes résonances avec ce parent, même si on a vraiment l'impression qu'en surface, ça n'est pas du tout. Donc c'est intéressant de voir aussi ce genre de dynamique. Parmi les schémas classiques au niveau des relations amoureuses, on peut trouver le dominant-dominé, victime-sauveur, victime-bourreau, victime-bourreau-sauveur, donc les trois sont interchangeables, narcissisme et dépendance affective et partenaire qui a des problèmes d'addiction, mère-enfant ou père-enfant. Alors ce qui est intéressant aussi d'aller voir quand on est en relation avec quelqu'un, et surtout si on a tendance à attirer un petit peu le même genre de personne ou le même type de relation ou de situation, c'est d'aller vraiment se plonger en introspection et de se poser certaines questions. Et parmi les questions qu'on peut se poser, on peut par exemple se demander comment est-ce que j'ai vécu ma relation avec mon père, ma mère quand j'étais enfant? Quelle est l'émotion ou le sentiment principal que je retiens de cette relation? Comment est-ce que ma personnalité s'est formée à travers ce que j'ai reçu de la part de ce parent? Quels sont les besoins qui n'ont pas été remplis dans cette relation? Ensuite, on se pose la question tout simplement, qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on projette sur notre partenaire qui nous renvoie à cette relation avec ce parent ou avec les deux parents? Et encore mieux, on peut même en discuter avec notre partenaire et l'inviter à se poser les mêmes questions pour en discuter avec lui ou elle aussi. Ce n'est pas un secret, la communication dans un couple c'est super important. Et non seulement il faut donc avoir la capacité de pouvoir se mettre en introspection et de pouvoir prendre la responsabilité de certaines choses qu'on va projeter chez l'autre, mais en plus de ça, c'est vraiment important d'être capable d'enlever toutes ces barrières et tous ces masques et tous ces boucliers qu'on peut porter dans une relation ou que l'ego porte dans une relation, pour pouvoir être vraiment capable de se montrer vraiment dans sa vulnérabilité et de pouvoir se mettre à nu face à l'autre aussi. Ça peut vraiment, c'est ce qui va nous garantir de vivre une relation qui a une qualité d'intimité et d'authenticité, de pouvoir vraiment se respecter mutuellement et de pouvoir être à l'écoute et dans le respect de l'autre. Voilà, donc ça c'est la fin de la première partie. Je vous invite maintenant à regarder la deuxième vidéo qui va parler plus spécifiquement des relations dites spirituelles, donc les flammes jumelles, les âmes sœurs et les âmes jumelles.